Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le petit book haul du mois. J'ai craqué, faut l'avouer que je pense que je n'ai pas acheté autant depuis de nombreux mois, notamment parce que je n'avais plus rien à lire, mais vraiment au sens propre. Ma palle avait tellement descendu que j'ai un livre que j'ai mis de côté parce que je dois le lire en lecture commune avec quelqu'un. J'ai des tomes, par exemple j'ai le tome 9 du livre des martyrs, donc j'ai pas les tomes avant. Le seul livre que j'aurais pu lire c'est Beowulf de Tolkien en anglais. J'ai pas eu le courage de le lire actuellement parce que c'est très compliqué à lire, déjà parce que Tolkien c'est pas facile à lire en anglais, et surtout Beowulf c'est un essai un petit peu universitaire, donc j'étais pas dans le mood. Je me suis acheté pas mal de choses, j'ai reçu quelques petites lectures et je vous présente ça tout de suite. On va commencer par les petits services presse des familles. Alors le premier, c'est le seul que j'ai demandé, je crois, dans la période des 2 prochains mois, parce que c'est le seul qui me tentait. Je l'ai déjà lu, je vais vous en parler assez rapidement. C'est un livre sur lequel j'ai des choses à dire parce que, éditorialement parlant, c'est un très beau livre, mais qui est un peu mensonger sur son fond. Pont des tempêtes. La 4e de couverture vous vend l'histoire de la jeune Arryn qui va être éduquée dans le but de devenir la reine du royaume voisin et de la faire à l'envers au roi, du moins de servir les plans de son père, c'est-à-dire affaiblir le royaume. Et sur place, elle va se rendre compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Tout tourne autour de l'enjeu d'un pont qui est un peu l'axe commercial de ce monde, donc c'est un peu ce qu'on nous vend. C'est de la fantaisie romantique, en fait c'est de la romance avec un fond de fantaisie, c'est clair et net, faut aimer ça. C'est un très très beau livre, voilà. Esthétiquement parlant, je dois dire que c'est une plutôt belle réussite. Alors malheureusement le livre est imprimé en Lettonie, pas imprimé en France, voilà. Pour le coup, avec, voilà, il y a à l'intérieur de la... Ça serait bien que j'arrive à me servir de mes mains correctement. À l'intérieur, il y a même la petite carte du monde. On n'est pas sur un one shot, hein. Déjà ce texte-ci est une grosse introduction. Je vous en parlerai un peu plus précisément, mais c'est la grande sortie Brajlon et pas Big Bang. Voilà, c'est marketé comme de la fantasy adulte adressée au public lecteur de Brajlon habituellement. Je vais vous présenter donc un texte, je sais jamais prononcer le nom, c'est Paideia, je pense que je vais le prononcer comme ça, de Claire Garand chez La Volte. Alors Paideia, on est sur un pitch assez glauque un petit peu quand même au début. C'est l'histoire de 10 jeunes enfants, de 10 jeunes filles précisément, qui vivent dans des capsules envoyées vers la lune pour devenir les futures mères de la société en place, parce que les hommes se sont autodétruits, on est tellement bons pour ça que voilà, on a totalement niqué la Terre et qu'on se sert de ces enfants là pour essayer de repeupler la lune et potentiellement Mars après, sauf que l'une d'entre elles, le personnage principal, n'a pas forcément envie de ça et va découvrir de nombreux secrets. C'est de la science-fiction qui parle notamment du droit de l'individu, et c'est de la science-fiction en un seul tome, assez compréhensible et qui est basé sur des concepts scientifiques accessibles mais recherchés a priori. Premier roman de l'autrice en fantasy adulte et auprès d'un éditeur aussi important que La Volte. Elle était plutôt éditée chez des petits éditeurs habituellement, donc voilà, si vous aimez la SF, si vous êtes intéressé un peu par ces questions, ça peut être une petite expérience de lecture. Rien que de le toucher, ça me répugne, mais on va bientôt en parler. Je sais plus si vous l'avez déjà eu en update lecture ou pas, mais sachez que c'est à ma pire lecture de l'année pour l'instant. Donc je vous présente Guild de Graven Kennedy, la saga d'Oren, donc chez Hugo Roman, dans leur nouvelle collection, on va dire Romantaisie. Donc c'est toute cette mouvance à la Hakotar que j'aime pas, voilà, ça m'a confirmé un petit peu ça, mais là on est quand même au summum du dégueu. Pour le Pont des Tempêtes, pour moi c'est de la romantaisie aussi, mais on n'est pas du tout sur le même sujet. Comparativement, c'est bien meilleur le Pont des Tempêtes. Guild, c'est vendu comme la réinterprétation du mythe de Midas, avec une jeune femme qui vit dans une cage dorée que Midas a recueillie quand elle était un peu plus jeune, et qui voue un amour infini pour cet être abject, voilà, et tout va être bouleversé le jour où son roi va rentrer en guerre. Comment... on en parlera en update lecture, je pense que c'est trop douloureux pour moi d'en parler. Guild, c'est une série de 5 tomes, construit comme à la Hakotar, c'est-à-dire que le personnage principal amoureux va arriver
à la dernière page, voilà, du texte. C'est pas de la fantasy, voilà, si on doit être très clair avec ce sujet-là. C'est de la dark romance avec un contexte de fantasy qui n'est pas exploité, mais je cherche encore la réécriture du mythe de Midas, à mon sens. Je ne conseille absolument pas cette lecture, voilà, qui, à mon sens, est potentiellement dangereuse pour le jeune lectorat, qui est dans toute cette mouvance de Captive, de tous ces romans très problématiques qui sont destinés à la jeunesse, parce qu'on sait que Hugo Roman, ce sont les jeunes qui lisent. Derrière, c'est quand même marqué le phénomène TikTok de la romantaisie. TikTok, la moyenne d'âge est quand même inférieure à 18 ans. Donc voilà, j'ai pas fait une vidéo consacrée parce que je ne voulais pas non plus défoncer le livre. Mais sachez que ne tentez même pas pour vous tester. C'est de la romance olé olé pendant toutes les pages. Là, pour vous faire un exemple assez clair, la première scène qui dure une trentaine de pages est une scène de reproduction avec plusieurs personnages en même temps, sous l'œil du personnage principal, avec des figures dégradantes des femmes. Voilà, on adore. Ça m'a un peu trauma, ça m'a un peu trauma et je pense que sincèrement, la romantaisie et moi, ce n'est pas fait pour me plaire. C'est-à-dire que je vais peut-être aborder les questions dans une vidéo complète parce que ça me dégoûte de plus en plus de la romance. On en arrive à un point où c'est tellement problématique sur certaines choses et le message véhiculé est tellement choquant que ça est en train de me dégoûter les romances dans des livres, même des trucs qui sont moins choquant que ça. Puis procurer un petit livre en occasion, juste avant d'aller voir Avatar au cinéma, où on est allé le voir, il y avait un Easy Cash pas très loin, et c'est vrai qu'Easy Cash, là où on allait, c'était plutôt sympa. Là, le rayon livre avait quand même un peu baissé, je me suis dit, quand je l'ai vu, j'adore le travail éditorial sur cette couverture. Cet auteur est très connu, c'est un auteur français, c'est un livre à destination des enfants, je pense vers 8 ans. La série en 5 tomes est très sympa. C'est Les Héritiers de Brizen de David Brie. David Brie, c'est l'auteur notamment du Chant des Géants, qui était très représenté sur les réseaux sociaux. Donc on va suivre dans cette histoire 3 jeunes enfants qui sont en lien avec Brizen. Brizen, c'est l'espèce de vieille sorcière, celle qui raconte les histoires du village, jusqu'au jour où la plus jeune, donc la jeune fille, va rentrer dans le bois sombre et va attirer un peu les maléfices dans le village en question. Je vous en dis pas plus parce que bon, c'est un livre qui est illustré à l'intérieur. Voilà, qui est très mignon. Mais comme c'est un livre pour enfants, c'est très introductif, ça traite de thématiques assez sympathiques. Mais si vous avez des jeunes, voilà, dans vos proches, tout, c'est un bon moyen de découvrir la fantaisie. Et pour le coup, je trouve que c'est un vrai livre pour la jeunesse et que c'est plutôt bien fait. Alors celui-ci, on me l'a offert et je remercie encore la personne qui me l'a offert à Normania. J'avais lu le premier tome qu'une d'entre vous m'avait offert aussi. C'est dire, je reçois moult cadeaux de votre part et c'est très gentil, mais il ne faut pas, voilà, en salon, ne vous forcez pas à m'offrir des choses. Donc j'achète les livres qui manquent entre deux, mais c'est une série que j'aime beaucoup, qui a un seul point négatif, mais sinon c'est vraiment très chouette. C'est Lady Mechanica de, alors attendez, j'ai enlevé mes lunettes, Chen Benitez, Ching, Montiel et Sotelo. Donc Lady Mechanica, c'est du steampunk, un peu de thriller. On suit, dans mes souvenirs, dans le premier tome, une femme qui est une sorte de femme robot modifiée, qui a perdu la mémoire et qui est hyper badass, et on va la suivre au fur et à mesure. Celle-ci, la personne m'a dit qu'on allait toucher un peu au mythe aztèque dans celui-ci. C'est du steampunk aztèque. Voilà, donc ça a l'air super cool. Les dessins sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup le style graphique. C'était une très belle histoire, bien écrit. Le seul problème de Lady Mechanica, c'est qu'on voit que c'est dessiné et écrit par des hommes. Parce que déjà, physiquement parlant, c'est pas très naturel. Et surtout, les poses sont très... comment dire, sexualisé, voilà. C'en est même gênant et ça m'a fait lever les yeux, mais sinon c'est une bonne série. Bon voilà, en BD malheureusement c'est des choses qui arrivent très fréquemment. Alors là, c'est les achats à la librairie. Quand je vois la tour, j'ai dit on n'a pas fini cette vidéo, voilà, on n'a pas fini cette vidéo. Donc je suis allée à Trébasia. À Trébasia, c'est un salon qui se tient à Arras. Arras possède une librairie qui s'appelle Légendarium, qui est une librairie où j'ai déjà dédicacé, mais surtout que j'aime beaucoup parce qu'il y a un véritable fond. Il y a du conseil libraire, parce que la personne qui tient la librairie est compétente dans son métier, et surtout des livres qui me parlent, et j'ai un peu craqué ma bourse. Alors je pense que celui-ci c'est le seul que j'ai acheté à Trébasia parce que l'auteur était présent.
Et je connais pas du tout, je sais pas de quoi ça parle. On va lire la 4e ensemble, mais le libraire me l'a bien vendu, l'édition est somptueuse et je trouve que Gulfstream fait un travail actuellement sur le marché de la jeunesse qui est à mon sens le meilleur travail en termes de éditorial. Et c'est un principe assez sympa que je vais vous montrer parce que je l'ai aussi pris pour ça. J'ai pris donc Sorcier de Maxime Fontaine et de Romain Watson. J'ai la dédicace d'un des 2 auteurs illustrateurs dans le texte. Mesdames et messieurs, bienvenue au Cirque Palazzi. Ce soir, un numéro époustouflant avec l'incendie du chapiteau par l'armada de clowns invisibles. Venus enlever vos enfants, ils emporteront Déa, la jeune aveugle. Ernest le magicien partira à sa recherche avec l'aide de Kétiné l'envoûteuse et de Kilma le marabout. Leur quête les mènera dans un monde caché et surnaturel, mais leurs authentiques pouvoirs de sorcellerie suffiront-ils pour sauver Déa? Restez en notre compagnie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est un roman donc, l'auteur-illustrateur m'a expliqué que en fait c'est un roman qui est un peu né des parties de jeux de rôle qu'il jouait il y a fort longtemps, et donc c'est un univers qui parle de sorciers, mais qui n'est pas inspiré du tout par Harry Potter, parce qu'a priori à ce que j'ai compris, il jouait avant qu'Harry Potter vraiment et de la place et ses lettres de noblesse en France. Donc on est sur un nouvel univers autour des sorciers, et surtout on tourne autour du tarot, parce que je dois vous montrer que l'édition est augmentée, c'est-à-dire qu'il y a des cartes de tarot détachables à l'intérieur. Donc c'est un livre qui me plaît très bien au niveau esthétique, c'est la jeunesse. L'auteur m'a expliqué que c'est du family friendly, c'est-à-dire que c'est pas été écrit dans le but que ça soit adressé aux jeunes, c'est juste que ça soit accessible à tout le monde. Donc j'ai très hâte, notamment parce que Gulfstream, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un livre d'eux. C'est une trilogie, le 3e tome devrait sortir en septembre 2023, mais j'ai très hâte, et la personne était super gentille. Donc ça me motive toujours de lire les livres. Je pense que je vais le lire assez rapidement, parce que c'est le genre de lecture que j'aime bien lire quand il fait un peu froid. Ensuite, alors La Bête me fait peur. La Bête me fait peur parce que là on est sur un bouquin, il y a 2 tomes dedans, mais je pense que tu peux assassiner quelqu'un avec... ça fait plusieurs fois que quand je vais à Légendarium, je me dis bon... À un moment, il faut que tu finisses cette série, mais en même temps, c'est pas la même collection, et je me suis dit, on va faire des économies, voilà, on va faire un peu son rat, et on va prendre cette édition-là, voilà. Donc je lis, pas la brique, je lis, pas la brique. Là vraiment, je crois que j'ai jamais eu un bouquin qui est aussi mastoc. Alors il fait même pas 1000 pages, mais en fait le papier chez les moutons est assez épais, et l'édition c'est vraiment un truc mais de malade. C'est donc le récit du demi-loup, l'intégrale, volume 2. Donc c'est les récits du demi-loup, c'est fait par Chloé Chevalier. C'est une série que j'ai lue, donc j'ai lu les 2 premiers tomes il y a fort longtemps. J'avais pas eu une très bonne expérience avec l'autrice en dédicace, qui clairement, je me souviens, un livre Paris, ça la faisait chier d'être là. Et donc ça m'avait un peu freiné dans ma lecture, mais c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Dans mes souvenirs, c'est un monde où les princesses qui naissent vont avoir pour suivantes des jeunes filles qui sont nées le jour d'après. Donc il y en a une, ça s'est bien passé, l'autre il y a eu un cafouillage, donc elle en a 2, et on va suivre donc ses cousines qui vont se retrouver liées par un destin un peu tragique. Notamment le royaume d'une d'entre elles va être envahi par un homme qui va prétendre la couronne qui revient à la jeune femme de droit, et voilà, il y a pas mal de choses. Il y a notamment un jeune homme qui est un peu explorateur. Faut que je retrouve un résumé, je pense pas qu'il nous fasse un résumé du tome 2, mais je pense que je vais avoir du mal à revenir dedans, parce que c'est un livre que j'ai lu au moins il y a 5 ans, je pense. Mais c'est une super saga avec des personnages féminins qui sont super chouettes, et il y a plein de complots, et tu les suis un peu de la jeunesse jusqu'à leur âge adulte, et c'est vrai qu'elles sont un peu casse-pieds quand elles sont jeunes, mais je trouve qu'on ressent vraiment le truc un peu de petite fille qui se construit, et ça m'avait beaucoup plu. L'intégrale il est à 27 €, sachant que je pense que les livres des moutons sont autour de la vingtaine d'euros. Donc quand cette intégrale vaut, si vous êtes intéressé pour gagner de l'argent, pour pas perdre, voilà, pour essayer d'avoir des tomes pour moins cher, cette édition est plutôt pas mal pour ça. Un peu mon fail du week-end, je l'ai acheté. Alors j'ai quand même une dédicace sur les 3 personnes que je voulais voir, et en plus c'est une très belle dédicace parce que j'ai un dracard dans cette dédicace, et la personne est super adorable à chaque fois. Je me suis pris Moyen-Âge, le médiévalisme hier et aujourd'hui, donc sous la direction d'Anne Besson, Vincent Ferré et William Blanc. Donc j'ai réussi à avoir une petite dédicace
dédicace de William Blanc, voilà, qui fait toujours des jolies petites dédicaces avec toujours des dessins. J'avais déjà eu un dragon, il me semble, sur un des essais. Donc William Blanc, c'est un universitaire qui a écrit notamment sur le roi Arthur, sur la figure du super-héros que j'aime beaucoup. Et donc ce week-end à Trébassia, il y avait Anne Besson et Vincent Ferré, sauf que j'étais toute seule pour tenir le stand, donc je n'ai pas vu Anne Besson, donc j'avais déjà vu en salon, mais surtout j'ai pas vu Vincent Ferré que je rêve de rencontrer parce que bon, c'est quand même le spécialiste de Tolkien en France. Donc un peu le seum, il y avait une super conférence et tout, mais je me suis pris ce dictionnaire, je vais piocher dedans parce que ça a l'air très intéressant et en même temps, moi je suis capable de lire des dictionnaires comme ça à la suite, ça me dérange pas forcément si ce sujet m'intéresse, mais ça va autant parler du roman policier que là on a Saint-Louis, qu'est-ce qu'on aurait d'autre, Walter Scott, on a les auteurs, bref, ça va être très intéressant, ça va être très intéressant et à chaque fois il y a la bibliographie, donc c'est le genre de texte qui est super quand on s'intéresse un peu à la recherche autour de l'imaginaire. Ensuite, alors là, c'est la pile, c'est la tour. J'ai acheté ensuite quasiment que des poches, mais on doit quand même revenir au principe que je suis quand même fière de moi, même si j'ai craqué mon PEL, c'est que j'ai continué des séries. Je n'ai fait que continuer des séries. Et je me suis dit, cette année, tu finis. C'est bon, tu arrêtes de fuir devant la réalité, de recommencer des choses, tu finis, il faut avancer parce que là ça traînasse dans la... Voilà, j'ai plein de séries à finir. Le premier, alors c'est pareil, c'est un essai... Alors je sais... Tout le monde ne s'inflige pas ça, mais j'avais trouvé la première partie extrêmement intéressante et c'est un personnage assez fascinant cet auteur, notamment parce que moi j'aime beaucoup les travaux de cet auteur. Bien sûr, je déteste les problématiques liées à cet auteur et notamment les sujets qui sont abordés qui ont très mal vieilli de cet auteur, mais on arrête de tourner. Je suis Providence, tome 2, donc de S.T. Joshi. Donc S.T. Joshi, c'est un peu le biographe officiel de Lovecraft et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, c'est très bien fait, mais Joshi est une personne qui a des origines amérindiennes, il me semble, et donc qui prend beaucoup de recul sur Lovecraft vis-à-vis des questions polémiques qui tournent autour de lui, tout en lui accordant le fait que c'est un auteur assez intéressant et c'est un personnage Lovecraft assez intéressant parce que comme je vous dis toujours, Lovecraft était antisémite, mais il avait des amis juifs. Voilà, donc c'est toute la vie de Lovecraft. Et en fait, le problème chez Lovecraft, c'est qu'on lui a prêté une réputation qui est totalement faussée et qui est quand même... Le livre est là pour vous parler en fait de la réalité, de ses textes, de la réception, du personnage en lui-même, de Providence, de... Voilà, ça parle de pas mal de choses, c'est très intéressant et c'est vrai que la première partie m'avait convaincue, donc je me suis dit autant se lancer. La biographie, elle a même été récompensée, voilà, ils disent Grand Prix de l'imaginaire, catégorie essai aux Imaginales. C'est un peu un must-have quand vous vous intéressez à cet auteur-là ou quand vous vous intéressez à l'imaginaire et un peu à la recherche autour de ça, mais ça permet de casser le cliché que Lovecraft était un vieil ermite, c'était pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup de correspondances et il y a une période de sa vie où il était un peu enfermé, donc là c'est chronologique, je suis pas encore arrivée aux fins de sa vie, mais c'est souvent cette petite période de sa jeunesse où on va lui dire que c'était un ermite alors qu'en fait il avait quand même pas mal d'amis, il est sorti avec une femme, donc voilà, il a une femme, voilà, donc tout ça, c'est un personnage, on l'a érigé comme l'un des monstres qu'il écrivait lui-même, et le fait que Lovecraft avait des... Bah, c'était pas un type sympa, hein, voilà, qui était anti-tout, fait que on lui met tout sur le dos, il faut quand même un peu plus nuancer, le personnage est un peu plus à nuancer que ça, même si c'est quand même un peu une ordure quand même. Alors j'ai mis dans ma tour les livres n'importe comment, je suis en train de lire le tome 2, c'est pour ça que je le trouvais pas. Tome 2 et tome 3 des Chevauche-Brume de Thibaut Latil Nicolas. Alors Chevauche-Brume, c'est un récit d'imaginaire, j'avais pas été conquise par le premier tome, mais je trouvais qu'il y avait il y avait du potentiel. En fait, le problème de Chevauche-Brume, c'est que c'était très précipité et la fin donnait envie de découvrir la suite. On suit dans le premier tome une compagnie qui va être envoyée un peu au front, dans un monde où il y a des épais murs de brouillard qui s'élèvent, où il y a des monstres qui surgissent. Il me semble que c'est les premiers textes de l'auteur en question. Je me suis dit, on va donner sa chance. On m'a dit que la suite était bien meilleure que le tome 1, donc voilà, j'ai voulu redonner une chance parce que voilà, pour un premier roman, c'est jamais très simple pour débuter. Donc voilà, autant redonner la chance à un auteur qui avait quand même écrit un texte, un univers assez intéressant. Ensuite, alors attendez, où est Lionel? Lionel est ici, alors pareil. Alors ça m'a fait rire quand j'ai vu ça, je me suis dit, les éditeurs font de l'argent quand ils le peuvent. Donc je me suis pris la suite des Dieux Sauvages, donc le tome 3.
Et le tome 4, alors, vous voyez la taille du tome 3, hein. Le tome 4, mais qui est coupé en deux. Ils auraient pu quand même faire un seul tome. Alors, tout simplement parce que je crois que chez Critique, donc l'éditeur en format grand format, il est coupé en deux. Mais voilà, tu payes 2 fois le prix, quoi. Donc à un moment, je me suis dit... c'est un peu l'effet, tu sais, Outlander, où à la fin, ils te coupent les tomes en je sais pas combien de parties. T'es en mode... à un moment, j'ai un porte-monnaie, mais j'ai pas non plus la banque à Rothschild, tu vois. À un moment, voilà, j'ai l'impression d'être pillée. Et donc Les Dieux Sauvages, on m'a dit, accroche-toi, le tome 2, c'est le moins bon. Ça va reprendre un petit peu après. Les Dieux Sauvages, c'est Jeanne d'Arc au temps de la fantasy. On suit dans le premier tome Mériane. Mériane, c'est une jeune femme qui vit un petit peu en dehors de la société parce que sa protectrice a été enflammée. Vraiment. Elle a été mise au bûcher parce qu'elle a été jugée comme une sorcière. Et donc Mériane a un peu cette image-là. Un homme, un chevalier... au sens même chevalier religieux, va venir la chercher un jour et lui dire de l'aider, mais on peut la forcer quand même à intervenir parce que dans ce monde, il y a des créatures qui sont dangereuses et il y en a une qui avait capturé un noble en place et depuis cette intervention, Mériane va être habitée par un dieu qui va la pousser à répondre un peu à son destin. Et donc, dans le tome 2, on était notamment sur les questions de religion et de femmes et de trucs. Bon, c'était un peu redondant, mais on est sur l'histoire d'une jeune femme qui, portée par un dieu, va essayer de remettre un roi en place. Ce que j'aime, moi, c'est la plume de Lionel Davoust qui est très très bonne. Donc voilà, c'est une série, je sais qu'il y a encore un seul tome qui va sortir chez Critique, alors peut-être qu'il sera coupé en deux. C'est pas une grosse série, j'ai envie de savoir maintenant comment ça se termine, de voir comment ça évolue. Mais j'avais envie de les enchaîner, parce que c'est typiquement le genre de récit où si je laisse traîner, je vais oublier pas mal de choses. Et j'aime bien cet univers malgré tout, même si je trouve ça un peu redondant. Ensuite, pareil, pour terminer les sagas, alors là c'est pour terminer une duologie. Je l'ai trouvé, je le vois pas toujours en librairie, donc là j'ai un peu sauté sur l'occasion. J'ai pris Les Révoltés de Bohème, donc d'Estelle Faye, c'est le deuxième tome et dernier tome des Seigneurs de Bohème, donc c'est un peu une des séries les plus adultes d'Estelle Faye. C'est, je pense, ma série pour l'instant préférée d'Estelle Faye. J'avais beaucoup aimé le premier tome. On suit une jeune femme qui a un don un peu particulier, elle contrôle le sel, donc elle va être envoyée à la cour de la reine, il me semble que c'est une reine en place, pour prévenir qu'il y a des envahisseurs qui arrivent, dans mes souvenirs. Et sur le chemin, elle va rencontrer pas mal de personnages. On est dans un monde un petit peu difficile envers les femmes, il y a pas mal de... C'est un livre qui est assez engagé sur les diversités, c'est un livre qui est assez palpitant, et donc j'avais envie de savoir comment ça allait se développer, mais moi j'aime beaucoup la plume d'Estelle Faye, et j'aime beaucoup ses univers originaux, et dans ce cas-ci, vraiment les batailles avec le sel et tout, c'est très très chouette. Et enfin, et pas des moindres, voilà, je me suis dit bon allez, on y va, c'est bon, il est sorti en poche. J'ai donc pris le tome 1 et le tome 2 de Sandy, Rhythm of the War. Alors, va falloir en parler de ces couvertures. Je comprends pas du tout. Alors, vous savez mon attachement pour les couvertures de Sanderson en France, je trouve qu'elles sont toujours ratées. Voilà, et Rhythm of the War, là je comprends pas au niveau de la charte graphique. C'est-à-dire que on avait des couvertures colorées qui répondaient à une charte graphique certes moche, mais à une charte graphique. Là je vais avoir dans ma bibliothèque des textes, on a l'impression que c'est pas la même édition. Vraiment. Je trouve les couvertures... elles sont pas... Je veux dire... Elles sont peut-être un peu mieux réussies, mais le problème c'est qu'on change pas la charte graphique au milieu d'une saga. Je sais pas, t'attends de tout sortir et après tu fais une refonte graphique, mais là, sincèrement, ça va être moche dans la bibliothèque. On va se retrouver avec des trucs très moches. C'est deux pavasses, voilà, en espérant que c'est mieux que Justicière, parce que moi j'avais quand même été assez déçue par Justicière, que j'avais trouvé redondant, décevant sur le scénario, même un peu cliché. Donc voilà, Rhythm of the War, on m'a dit que c'était un peu mieux, que ça reprenait de la graine. Et puis j'aimerais bien savoir quand ça se termine aussi, les archives, parce que là on est quand même sur le tome 4. Donc est-ce qu'on va avoir 6 tomes, est-ce qu'il va nous faire 6, 5, j'en sais rien. Les archives de Rochard n'ont rien à envier au Trône de Fer. Je suis pas d'accord avec la critique qui est derrière, hein. C'est-à-dire que Trône de Fer est quand même beaucoup mieux écrit, beaucoup plus violent et beaucoup plus complexe. Mais il en reste que, voilà, il faut que ça sorte un peu des clichés, malheureusement, qui ont tiré le livre vers le bas. Mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Si
si mes petits personnages vont survivre, mourir, est-ce que le monde va évoluer, et c'est vrai que Sanderson, c'est toujours intéressant au niveau de la construction du récit, de la magie. Dans les archives, moi j'ai quand même un intérêt pour certains personnages, mais le problème c'est que dans Justicière, c'était devenu des parodies d'eux-mêmes, donc j'espère que ça va être un peu mieux, qu'on n'aille pas sur des choses qui me déplaisent, voilà, pour le coup. Mais c'en est fini, mais j'avais déjà beaucoup de choses à vous présenter, beaucoup trop, mais je suis contente parce que là j'ai du choix dans mes lectures, je vais avancer dans mes sagas et je suis super contente pour ça, parce que chaque fois que je vois ma bibliothèque, je fais... Alors ça j'ai pas terminé, ça j'ai pas terminé. Je dis ça, il y a quand même, j'ai terminé quand même des gros cycles l'année dernière, mais notamment en littérature française, il y avait pas mal de choses que j'avais laissées en plan. Et vu que c'est sorti, publié, sorti notamment dans les collections de poche, bah j'en profite. J'ai quasiment tout acheté chez Folio SF. Faut dire que Folio SF, je crois que c'est ma collection poche préférée pour l'imaginaire, parce que déjà je trouve que l'esthétique des couvertures est pas trop mal. Bon après c'est pas ouf non plus, c'est du poche, mais surtout je trouve que la sélection des livres chez Folio SF en général c'est de la bonne fantaisie. On est toujours sur des choses qui sont plutôt cool. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous êtes acheté. Voilà, si vous avez craqué comme moi, si genre février c'était oh là là on se sent plus, on se sent plus. Et sur ce, bah, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et moi je vais ranger ça dans la bibliothèque, leur trouver une petite place et choisir dès ce soir une nouvelle lecture à entamer.